Alerte pour insécurité alimentaire qui menace 3 millions de personnes. Pas d'inquiétude cependant. Le scénario catastrophe n'a aucune chance de se produire. Le taux de la campagne agricole affiche 15% de plus que l'année écoulée. Chiffre révélé à la 13e session du Conseil national de sécurité alimentaire présidé par le Premier ministre Modibo Keïta. Troisième jour de la visite du ministre namibien de l'Agriculture au Mali. Dans son viseur d'intérêt, la recherche agricole et la fabrication de vaccins. Mauvaise haleine ou halitose, on en souffre souvent sans le savoir, mais quelquefois de façon imaginaire. Focus Santé explique, chronique d'une pathologie, c'est en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal 13e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire. Le Premier ministre a lancé les travaux ce matin au CICB, l'organe de gouvernance des crises alimentaires qui regroupe les ministres et tous les gouverneurs de région, doit faire le point de la situation de la sécurité alimentaire. Mais l'alerte est là car ce sont encore 3 millions de personnes qui sont dans le besoin. Sirabachili pour les détails. La sécurité alimentaire, l'organe de régulation qui s'en occupe, siège pour la 13e fois afin de brosser la situation sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'occasion, le Premier ministre, les ministres d'une dizaine de départements et tous les gouverneurs étaient mobilisés ce lundi. Si la situation globale est jugée satisfaisante, il faut signaler qu'au Mali, ce sont encore 3 millions de personnes qui sont dans le besoin. Pourtant, la production agricole a été estimée supérieure de 15% par rapport à l'année passée. La FAO félicite l'État mais attire son attention sur le taux de malnutrition. La malnutrition au Mali demeure un problème de santé publique. En effet, selon l'enquête SMART 2015, la prévalence nationale de la malnutrition chronique avec des effets néfastes tels que le retard de croissance chez les enfants est de 29,3%. Nous saluons aujourd'hui l'effort marqué de l'État et de ses partenaires dans l'assistance et l'appui aux populations les plus démunies et vulnérables. Pour parvenir à des résultats probants cette année 2016, les membres du Conseil national de sécurité alimentaire vont passer en revue l'état de mise en œuvre des recommandations de la 12e session ainsi que le plan national de réponse 2015. Les gouverneurs de région feront part de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de leur localité. En termes de dispositifs, le commissariat à la sécurité alimentaire annonce un stock en vivres de 25 000 tonnes. Particulièrement, l'accent va être mis sur ce qu'on pourrait appeler les alternatives aux distributions alimentaires gratuites. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'envisager, c'est des actions de résilience. Et ces actions de résilience vont concerner aussi bien l'agriculture, l'élevage, la pêche et d'autres activités pour améliorer les revenus des populations, améliorer les outils d'existence des populations. Pour le Premier ministre, la vigilance doit être de mise et la synergie des différents intervenants est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire. Nous devons être vigilants pour capitaliser les acquis et faire en sorte que tout ce qui est à mesure d'être fait puisse être fait pour soulager la population. Dans cette perspective, le commissariat à la sécurité alimentaire, les partenaires techniques et financiers et les ministères sectoriels seront mobilisés autour du plan national de réponse 2016 pour mettre en œuvre les réponses appropriées pour les personnes et pour les animaux. La mise en synergie des différentes interventions est indispensable. Et c'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui nécessaire d'adopter une démarche pluridisciplinaire. Dans ce cadre, le rendement doit être amélioré et la distribution de vivres qui doit être accentuée. Les aspects information et sensibilisation sont également appelés à être renforcés. Il faut faire croître le niveau nutritionnel et améliorer les conditions de vie des populations. Deuxième objectif, il faut aussi améliorer les rendements de la production partout. Et le troisième, en ce qui nous concerne, pays enclavés, il s'agit d'améliorer la répartition et la distribution des produits agricoles et alimentaires. Vu le contexte de crise, l'assistance et l'appui aux populations les plus démunies et vulnérables sera renforcé selon les acteurs. Et ce sera via le système d'alerte précoce et un système de collecte permanente d'informations sur la sécurité alimentaire.
Le ministre namibien de l'Agriculture a été reçu cet après-midi par le Premier ministre Modibo Keïta au menu de leur entretien, la coopération bilatérale entre le Mali et la Namibie, spécifiquement dans le domaine de l'agriculture. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Il a été interrogé par Al-Husseini Touré. Il s'agissait d'une visite de courtoisie. Mais lors de cette visite de courtoisie, nous avons été heureux de voir et de recevoir de la part du Premier ministre conseil et d'encouragement. Il nous a aussi rappelé le vœu de nos deux présidents respectifs, les vœux principaux et les directions principales à suivre, notamment par rapport à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche. Il nous a aussi rappelé et confié les salutations du président du Mali, des salutations qu'il nous faudra emmener jusqu'en Namibie. J'ai eu aussi à lui remettre nos salutations et les salutations de notre président. Au troisième jour de sa visite de travail et d'amitié dans notre pays, le ministre namibien de l'Agriculture, des Eaux et Forêts s'est intéressé à la recherche agricole et à la fabrication de vaccins. C'est ainsi qu'il a successivement visité le laboratoire central vétérinaire et le centre régional de recherche agronomique de l'IER. Le compte-rendu de Mamari Koné. Un an après la visite du président namibien au laboratoire central vétérinaire de Bamako, c'est le ministre namibien de l'Agriculture, des Eaux et des Forêts qui vient s'imprégner de l'expérience malienne en matière de production de vaccins. Dans son exposé sur le fonctionnement du laboratoire central vétérinaire, le docteur Boubacar Diallo a rappelé les missions assignées à sa structure, à savoir contribuer à la prévention et à l'éradication des maladies animales par le diagnostic et la recherche. Avec une production de 28 millions de doses en 2016, le LCV est l'un des plus gros producteurs de vaccins de la sous-région ouest africaine. La délégation a ensuite visité les laboratoires de toxicologie et de contrôle des qualités environnementales. Ici, on procède à l'analyse des résidus de pesticides dans les aliments, eau, sol et plantes. Les trois ministres ont également visité l'unité de production. Le ministre namibien de l'Agriculture, des Eaux et des Forêts a salué le professionnalisme de l'équipe du LCV avant d'insister sur le rôle que joue notre pays dans la sous-région. Il est important de rappeler de satisfaire la vision des deux présidents. Au jour d'aujourd'hui, la Namibie a un laboratoire central vétérinaire, mais malheureusement nous ne produisons pas de vaccins. Donc il est important pour nous de pouvoir nous préparer, parce que ce qui se prépare, c'est de pouvoir ouvrir un deuxième laboratoire central dans le nord du pays. Et nous espérons, avec la collaboration que nous souhaitons établir avec le Mali, et en particulier ce laboratoire central, pouvoir un jour aussi être des producteurs de vaccins. Le Mali et la Namibie sont deux pays producteurs de bétail. À ce titre, ils partagent les mêmes difficultés. Ça a été une bonne chose de faire découvrir les capacités du Mali en matière de production de vaccins vétérinaires. Et comme l'a dit la présentation, nous vendons non seulement aux pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'Angola qui est voisin de la Namibie, le Gabon, la RDC et bien d'autres pays. Et nous serons heureux vraiment de développer une très bonne collaboration avec nos frères et amis de la Namibie en ce qui concerne la santé animale. Le Centre régional de recherche agronomique de Sotuba, qui constitue la pièce maîtresse au dispositif de recherche agricole de l'IER, a reçu la délégation ministérielle. Le directeur général de l'IER, Dr Bourama Damele, dira que l'Institut travaille sur spéculation. Au Centre régional agronomique de Sotuba, la délégation a pu apprécier quelques technologies développées par les chercheurs maliens. Le ministre namibien a également eu droit à une visite des innovations technologiques, des variétés de semences ainsi que les produits locaux transformés. C'est très impressionnant le travail qui est fait au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau de l'élevage. Et ici, on peut voir toute la technicité de vos professionnels ici présents. La zone au sud du Niger, le barrage de Markala et l'usine CMDT de Fana sont les prochaines étapes de cette mission du ministre namibien de l'Agriculture, des Eaux et des Forêts. Une autre mission dans nos murs, celle de Indian Techpreneur Fédération, qui a débuté ce lundi une visite d'amitié et de travail. Objectif, voir les opportunités d'investissement dans notre pays. La délégation a rencontré des membres du gouvernement et aussi les responsables de la CMDT. Mohamed Ould Mamouni.
Journée de lundi chargée pour la mission indienne de Indian Taxpreneur Federation. Première étape de cette visite, la cité administrative où elle a rencontré successivement le ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé, le ministre du commerce et de l'industrie, celui de l'emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne et enfin le secrétaire général du département de l'agriculture. Les échanges ont porté sur les opportunités d'investissement, notamment dans le secteur du coton. La façon dont nous avons été reçus par les autorités maliennes et les différents ministres qui nous ont reçus aujourd'hui nous donnent l'espoir que la collaboration entre le Mali et l'Inde dans le secteur coton va fleurir et que nous pourrions faire des investissements sûrs dans ce pays. La délégation s'est ensuite entretenue avec les responsables de la CMDT Holding. Toute la CMDT est heureuse aujourd'hui d'accueillir cette délégation indienne qui rentre vraiment aujourd'hui dans nos objectifs de travail, faire en sorte qu'on puisse innover l'appareil cotonnier Mali et en allant de la production à la vente mais aussi à la transformation. À la fin de chaque entretien, la mission a respecté une des traditions indiennes, celle qui consiste à offrir un pain traditionnel en guise de cadeau, un pain qui est offert uniquement aux hautes personnalités. Notre pays a remporté la 23e édition du Mondialito. Mondialito, c'est le petit mondial, ou aussi le mondial des tout petits, en catégorie des 8 et 10 ans. Les champions du monde ont reçus ce matin par l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga, à qui ils ont présenté leur trophée. Le tournoi, je vous le rappelle, s'est tenu au Portugal et c'était du 20 au 26 mars 2016. Kadiatou Kone. Les enfants apportent très souvent de la joie dans les cœurs. La joie, elle était présente ce lundi matin chez la première dame Keïta Aminata Maïga. Elle a reçu les champions du monde des moins de 8 ans et moins de 10 ans au Mondialito. Cette rencontre mondiale est organisée tous les ans et se joue au Portugal. 45 pays, dont 5 Africains, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Mali, ont pris part à cette rencontre. Notre pays, qui a sa première participation, vient de remporter ces 2 coupes. Nous sommes au cabinet de la première dame et nous pensons que c'est un devoir pour nous de le faire et une obligation morale. C'est que quand on initie ces projets, et la toute première personnalité au Mali, en tout cas, qui a accepté de nous, et sans aucune conditionnalité, a été la première dame. Et parce qu'elle a travaillé avec nous depuis longtemps et aussi elle nous a cru. Donc voilà pourquoi, et au retour au pays, nous avons pensé quand même que c'est la toute première personne à qui nous devons présenter les fruits de nos efforts au Portugal pendant la semaine du Mondialito. La première dame Keïta Aminata Maïga a été choisie cette année comme marraine de cet événement, car elle œuvre beaucoup pour la cause des enfants. Elle est aussi la présidente de l'Académie nationale olympique du Mali. Je suis très heureuse, c'est vrai que je n'ai pas pu y participer. En tout cas, bravo, félicitations. J'étais de cœur avec vous. Et le fait de voir ces enfants qui sont, je dirais, il y en a qui sont des enfants de la rue. Moi, je suis marraine du centre d'écoute de Sabalibougou. De les voir comme ça, habillés, bien, nets, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire que quand on veut, on peut. C'est une question tout simplement d'engagement, de volonté. En plus de ces 2 trophées, les tout petits du Mali ont eu la meilleure conduite. Ici, sur le gâteau, les hôtels hébergeant les participants ont organisé une soirée de reconnaissance à l'honneur de la délégation malienne. Comme quoi, notre pays garde toujours ses valeurs sociétales. Et je vous précise que c'est donc la 23e édition du Mondialito de football. Bientôt, les ex-combattants vont intégrer les forces armées maliennes. Les participants aux journées de réflexion sur leur intégration en ont largement parlé. Les travaux ont pris fin hier en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants et aussi de plusieurs autres officiers de l'armée malienne. Alpha Mega. Les travaux des journées de réflexion ont duré 4 jours. Les participants ont eu à se pencher sur les principes de l'intégration, les conditions d'attribution de grades, des fonctions de commandement ainsi que les mesures d'accompagnement. L'intégration des ex-combattants est une question vitale sur le plan politique et sur le plan stratégique pour notre pays en ce moment où nous avons amorcé la voie de sortie d'une crise qui, selon tous les analystes,
a été la plus grave dans l'histoire de notre pays. Autre forte conclusion, les effectifs des ex-combattants qui doivent être intégrés au sein des forces maliennes de défense et de sécurité. Là, de l'avis général des participants, il faut tenir compte des dispositions de l'accord, d'une part, mais aussi de la loi d'orientation et de programmation militaire, d'autre part. Il faut retenir fondamentalement que la liste des ex-combattants doit être fournie et vérifiée dans le système d'information, de conseil et d'orientation, ICRS. Dans ce registre, l'appartenance à une unité combattante d'un mouvement signataire de l'accord issu du processus d'Alger, la définition de l'emploi au niveau de l'unité combattante, l'expérience professionnelle, les limites d'âge des grades, c'est très important. L'aptitude et les exemptions de mandat de dépôt constituent, entre autres, des garde-fous et autant de conditionnalités à observer de manière stricte. Le contingent évident à intégrer sera dans une limite technique. Et ces limites techniques se fondent sur ces ressources LOPM disponibles et aussi sur des réalités démographiques, des réalités géographiques et un certain nombre de principes stratégiques, évidemment, qui relèvent du secret défense. À ces assises de réflexion sur les ex-combattants, il a été souligné d'étendre le recrutement désormais à tous les cercles, arrondissements et localités du pays. Nous devons tout aussi accompagner le processus d'insertion économique et sociale pour faire en sorte que ceux qui ne serviront pas dans l'armée puissent trouver une perspective nouvelle pour leur vie, continuer une vie nationale normale dans des activités qui serviront l'ensemble national. Au terme des travaux, c'est un ministre de la Défense et des anciens combattants très satisfait et du coup optimiste de voir dans les jours à venir une armée malienne forte, solidaire, surtout une armée malienne républicaine. Contrôle de l'action gouvernementale, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale est à Tombouctou sur place. La mission a apprécié les efforts de l'armée malienne pour la défense du territoire. Les députés se sont également rendus au niveau de la garde, de la police, de la gendarmerie et aussi de la protection civile. Adam Adjimde depuis Tombouctou. C'est par la revue de troupes que la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a pris contact avec les hommes à Tombouctou. Après un recueillement au monument des militaires décédés pour la défense de la patrie, les députés ont eu une séance de travail à huis clos avec les officiers sur la situation sécuritaire de la région. C'est une armée qui respecte le cessez-le-feu, qui respecte les accords. Si on voit qu'aujourd'hui nous donnons, c'est grâce à ces hommes, ces femmes et ces hommes qui sont aujourd'hui sur plusieurs théâtres d'opération en même temps et sans vecteur aérien. Donc imaginez-vous demain, quand nous aurons enfin ce vecteur aérien, que vont donner forces de défense et de sécurité en République du Mali. L'avion s'est rendu au niveau de certaines structures de défense et de sécurité, telles que la garde nationale, la police, la gendarmerie et la protection civile. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents. Cette démarche des députés a pu apprécier le commandement supérieur du PC Maliba. Que les députés quittent l'Assemblée nationale, se rendent sur le terrain pour s'enquérir des réalités de théâtre, comment les militaires vivent, dans quelles conditions ils travaillent. Et vraiment, ça, c'est vraiment une bonne chose. Cette visite de terrain a permis aux hommes d'évoquer certaines de leurs préoccupations liées à l'insuffisance de moyens de travail et des primes. Le CESCOM de Ouan, dans le cercle de Tomignan, a été la dernière étape de la tournée des membres de la commission santé de l'Assemblée nationale. C'est dans la région de Ségou. Ils ont aussi eu une séance de travail avec les responsables du service régional du développement social de Ségou. Envoyés spéciaux, Kadija Toukone, Djeli Makan-Diabaté. Pour la dernière étape de leur visite dans la région de Ségou, les membres de la commission santé de l'Assemblée nationale ont visité le CESCOM de Ouan dans le cercle de Tomignan. Ce CESCOM a été récemment réhabilité car un vent violent l'avait totalement détruit. Cette réhabilitation a été possible grâce à l'appui de la population, d'un député du cercle de Tomignan et de la mairie. Le CESCOM de Ouan, qui couvre 17 villages et 10 hameaux, compte en tout 4 agents et est confronté à d'énormes difficultés. Manque de matériel, manque de moyens pour la conservation des vaccins, entre autres,
Et c'est cette moto tricycle qui se charge de l'évacuation sur Tomian en cas d'urgence. À noter que Ouan est situé à 70 km de Tomian et les routes sont impraticables. Là aussi, les élus de la nation n'ont pas caché leur mécontentement. Et de retour à Bamako, la mission a eu une séance de travail avec le personnel du service de développement social de la région de Ségou. Le but était de s'enquérir de ces conditions de travail. Les services de l'État sont démunis en termes de moyens de travail, en termes de soutien par rapport à leur fonctionnement. Ils sont aussi dans des difficultés élevées par rapport à l'insuffisance du personnel. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont relatifs à la mise en œuvre du RAMED, le régime d'assistance médicale qui couvre les indigents, dans lesquels on n'arrive pas à couvrir l'ensemble de la cible prévue et souvent l'offre de service à leur égard aussi est insuffisante. Donc par rapport à d'autres domaines tels que la mise en œuvre de l'assurance maladie également, il y a des insuffisances. Notre satisfaction, c'est vraiment le niveau des cadres, surtout des chefs. Nous avons vu qu'ils maîtrisent tous leur sujet. Ils maîtrisent tous la situation qui est là. Mais, un mais est là. Sans moyens, on ne peut rien faire. Et nous sommes étonnés que les moyens de l'État que nous votons n'arrivent pas à eux. Lancement cet après-midi du guide méthodologique sur le contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Ce livre permet une meilleure appréhension du contenu de l'accord en 20 questions-réponses. Daouda Sidiki Diarra. Premier outil didactique, ce guide a bénéficié d'une validité de toutes les parties signataires de l'accord. Ce manuel phare dans le processus de la paix a été élaboré par le ministère de la Réconciliation nationale avec l'appui de la coopération allemande GIZ. Ce produit phare représente, j'ose l'espérer, désormais le standard national pour les activités de sensibilisation et de dissémination autour de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ce livre a fait l'objet d'un large processus inclusif de validation en plusieurs phases qui ont réuni des acteurs de la société civile, des autorités locales et des leaders communautaires. Le document a été également validé par le ministère de la Réconciliation nationale, le Comité national de la coordination de la mise en œuvre de l'accord avec la participation des représentants de l'enseignement et de la plateforme. L'accord contient un certain nombre d'arrangements, de subtilités, j'allais dire, ont permis aux parties maliennes de se retrouver et de dire qu'à ce stade-là, le document est acceptable pour nous tous. Donc nous allons le parapher et le signer. Et c'est ce qui a été fait. Cet outil sera pour beaucoup dans l'accomplissement des missions d'information et de formation sur le terrain, au niveau des régions, au niveau des cercles, au niveau des communes qui ont le souci de retrouver la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble. Le lancement du livre a marqué l'ouverture de la toute première formation nationale d'un pôle de formateurs qui se déroule à Bamako. La ville de Ménaka a abrité le lancement du programme de construction de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. La rencontre est une initiative de l'ONG Gari avec l'appui de l'AEL. Le compte rendu depuis Ménaka de Daouda Zoumana Traoré. La consolidation de la paix doit passer par les rencontres inclusives, s'exclame une participante dès le jour de cet atelier. Tenir une rencontre à Ménaka et avoir l'adhésion des sensibilités socio-professionnelles représentées par une centaine de responsables est un indicateur pour le retour de la paix, reconnaît un autre participant. Cet atelier est organisé en vue de la mise en œuvre d'un programme de paix intitulé Programme de construction de la paix dans la région de Ménaka. Ce chantier de 5 ans permettra à l'ONG Gari et à son partenaire l'AEN de mettre en confiance toutes les communautés de Ménaka entre elles. Si les populations affectées par les conflits, y compris les femmes et les jeunes, ont la possibilité de se rencontrer et identifier les solutions des problèmes qui les ont opposés et réapprendre à vivre ensemble à travers des rencontres et activités culturelles
et économique de relèvement, cela va contribuer passivement au processus de la paix. La paix, on en parle le matin, on en parle la nuit, on en parle la midi. Et à juste titre, pour nous, population de Ménaka, la paix fait partie de notre rivière. Après 2 jours de travaux sur la typologie des conflits dans la région de Ménaka, une stratégie de mise en œuvre de ce projet consacré à la paix est née. Au menu, la création des espaces permanents dans lesquels seront discutés les problèmes de sécurité et de paix. Ils serviront également de plateformes d'intervention au profit des jeunes, des femmes, des notabilités et de la société civile dans leurs efforts de construction de la paix. L'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako a désormais son plan stratégique de développement pour les 5 prochaines années. Le document vient d'être présenté aux partenaires. C'est un rapport d'une 60aine de pages qui contient les grandes orientations de l'université. Sa mise en œuvre nécessitera environ 30 milliards de francs CFA. Abdraman Mega. Après son élaboration, le plan stratégique 2015-2019 de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako est soumis à l'appréciation des partenaires techniques et financiers. Il s'agira pour eux, à travers cette table ronde, de prendre connaissance de son contenu, de l'enrichir aux besoins et de l'amender. Fruit de la coopération entre le rectorat et le ministère de l'Industrie et du Commerce, ce document d'une 60aine de pages contient les différentes orientations de l'Université des sciences juridiques et politiques pour les 5 prochaines années. Le système éducatif malien est confronté à des défis que le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués se sont engagés à relever en mettant en œuvre des réformes qui devraient aider à renforcer l'autonomie des universités en vue d'accroître leur efficacité et leur rôle dans le développement économique et social du pays. Avec ce nouveau programme qui mobilisera une 30aine de milliards de francs CFA, le rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques relèvera 5 grands défis, notamment la modernisation de la formation, l'amélioration de la gouvernance universitaire, des conditions d'études, la promotion de la recherche et le développement des partenariats avec l'extérieur. Nous comptons mobiliser, en plus du budget existant, qui fait à peu près 5 milliards 900 millions, nous comptons mobiliser à peu près la moitié. La mise en œuvre de cette initiative permettra sans nul doute de donner une lueur d'espoir à l'Université des sciences juridiques et politiques. C'est pourquoi dans le plan stratégique 2015-2019, une attention particulière a été accordée à certaines difficultés qui minent l'enseignement supérieur, comme par exemple l'inadéquation de la formation, la non-maîtrise des effectifs et le manque d'infrastructures adéquates pour la formation des étudiants. Rentrée politique du parti humaniste, Hadama Dignaton à Ouélé-Sébougou, les militants sortis massivement ont prôné leur attachement et leur soutien aux idéaux de ce parti qui a pour credo le développement du monde rural. Envoyé spécial à Ouélé-Sébougou, Daouda Sidiki Diara, Adaraman Doka Traoré. Pour sa rentrée politique, le parti humaniste Adama Dignaton a choisi la commune rurale de Ouélé-Sébougou. Venu du détriment profond et des villages environnants, les militants ont réservé un accueil triomphal au président du parti et à sa délégation. Notre projet, ouvrir des perspectives, tracer une route, en particulier pour les jeunes, pour que les jeunes croient en leur talent. Notre projet stimule des initiatives. Il valorise le sens des responsabilités. Mais le projet du Parti humaniste va plus loin. Il incite les acteurs sociaux et les acteurs économiques à produire du bien commun. L'humanisme, c'est la force de notre projet. C'est notre manière d'être et d'agir. Il se décline en 5 grandes lignes de force. La proximité, la famille, la sécurité et le bien-être, la fraternité et l'économie sociale. Ce jeune parti a conquis les cœurs de nouveaux militants qui n'ont pas tardé à y adhérer. Le président du parti a salué leur engagement pour leur choix. Une conférence a regroupé les militants autour de leur président pour recenser les problèmes auxquels les militants sont confrontés afin de rayonner le parti. Un match de football mettant aux prises une équipe de Ouélé-Sébougou en bleu à celle de Dentou a mis fin aux activités de cette rentrée politique.
Fin de la première conférence nationale de l'Alliance pour la République APR, couplée au premier congrès des mouvements des jeunes et des femmes du parti. Les travaux ont permis de mettre en place le bureau national du parti, celui du mouvement des femmes et aussi des jeunes. Le compte-rendu de Mohamed Ould Mamouni. C'est Oumar Ibrahim Touré qui est réélu à la tête de l'Alliance pour la République APR. Il dirige désormais le bureau exécutif national composé de 101 membres. Un bureau mis en place après 2 jours d'intenses discussions. Nous sortons de ces 2 jours de travaux avec beaucoup de satisfaction en disant que l'APR est un parti qui se porte bien. Et un parti de la majorité présidentielle qui avance résolument pour faire en sorte que sa contribution soit de taille dans la vie de notre nation. Au quotidien, nous enregistrons des adhésions. Et c'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à remembrer le bureau national. Cette conférence nationale de l'Alliance pour la République, couplée au premier congrès des mouvements des jeunes et des femmes, a également permis de mettre en place le bureau des 2 mouvements. Ainsi, c'est Abdrahman Sissé qui prend la tête du mouvement des jeunes de l'APR et celui des femmes revient à Traoré Habidjiri. Cette nouvelle tâche est certes exaltante, mais reste noble. J'ai besoin encore de l'accompagnement de chacun de vous tous, pour accomplir de façon satisfaisante ces nouvelles charges. Chers camarades jeunes, l'histoire de l'APR c'est nous. C'est à nous d'écrire en lettres d'or cette belle et prometteuse histoire. Nul ne fera l'APR à notre place. La force du parti réside en nous. Le président du parti du Perroquet a appelé ses militants à plus de sérénité et à une synergie d'action pour relever les défis, à savoir faire de l'APR l'une des grosses formations politiques du pays. À Sikasso, près de 67 millions de nos francs ont été investis par le conseil régional dans la réalisation d'un pont-barrage au bénéfice des villages de Non-Tanso et de Kalifabougou dans la commune de Farkala. L'infrastructure a été réceptionnée dans une ambiance festive. De Sikasso, Daouda Diakité. C'est une population très enthousiaste de Non-Tanso dans la commune rurale de Farkala qui a accueilli la forte délégation des autorités administratives, politiques, invités de marques et partenaires techniques et financiers. L'événement valait son pesant d'or pour la population qui recevait ainsi son pont-barrage. L'ouvrage est réalisé par le conseil régional avec l'appui technique du service régional du génie rural. L'ouvrage a une superficie de plan d'eau d'environ 17 hectares. Nous avons à peu près 614 000 mètres cubes d'eau qu'on peut avoir régulièrement dans cet ouvrage. Et la profondeur moyenne de l'eau, du plan d'eau que ça crée, ça fait à peu près 2 mètres. Ça veut dire que cet ouvrage va servir non seulement à l'abreuvement, à l'agriculture et à la fonction de production de poissons. Un geste que la collectivité région motive. Pour un coût total de 68 387 056 francs. L'objectif de la réalisation de ce pont barrage vise à désenclaver cette zone pour faciliter l'écoulement des produits agricoles et améliorer le revenu des populations. D'ores et déjà, je puisse vous assurer que le soutien des autorités communales pour l'entretien et le bon usage de ces joyaux ne fera jamais défaut. La journée inaugurale s'est poursuivie par la cérémonie de baptême de l'école fondamentale de Kalifabougou qui porte désormais le nom de Gouro Sanogo, enseignant émérite natif du terroir qui aura œuvré pour l'éducation de tous les enfants de la localité. En 4e région, la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire vient de procéder à une distribution gratuite de vivres et de non-vivres aux personnes rapatriées et déplacées internes. Environ 1394 ménages sont concernés par cet appui. Honoré Tchénou pour les détails. Cette opération de distribution de vivres aux personnes rapatriées et déplacées internes est la ferme volonté du gouvernement à œuvrer pour la consolidation de la paix au Mali. Elle concerne plus de 1000 ménages dans la région de Ségou. Ainsi, chaque ménage bénéficie d'un lot composé de riz, du sucre, du sel et une moustiquaire. La présente cérémonie de distribution rentre dans le cadre de l'aide gouvernementale aux familles déplacées et rapatriées venant des pays voisins, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Ghana. Permettez-moi d'adresser tous mes remerciements à tous les pays qui ont bien voulu accueillir nos frères et sœurs
Ces gestes de fraternité et d'entraide à l'endroit des personnes déplacées pour leur retour au lieu d'origine, qui est une préoccupation des plus hautes autorités, est vivement saluée par les bénéficiaires. On est très enthousiasmés. Nous remercions vraiment tous les partenaires de bonne volonté, ainsi bien que notre État. Vraiment, on s'est beaucoup compté sur lui et il ne nous a jamais délaissés. Merci pour l'État. Dans la région de Ségou, cette opération de distribution de vivres concerne les cercles de Ségou, Nyono, San et Markala. Chaque cercle aura donc à distribuer 70 tonnes de riz, 3,25 tonnes de sucre, 2,5 tonnes de sel et 1800 moustiquaires. L'association des griots du Mali, appelée Djelitomba, organise à Kita du 29 au 30 avril prochain la première édition de la grande rencontre des griots du Mali. En prélude à l'événement, les initiateurs étaient face à la presse pour expliquer les activités prévues, le thème retenu et rôle et place du griot dans la société et dans la consolidation de la paix et de la réconciliation. Je vous propose d'écouter le chef des griots du Djelitomba de Bamako, Mamadou Kaladjoula Diabaté, au micro de Moussa Fane. On a vu que les choses commencent à perdre leur valeur. Le pays commence à avoir plusieurs problèmes. Raison pour laquelle nous, les griots, nous sommes partis au village demander les vieux si on peut organiser. Ils ont dit qu'ils sont pressés à nous attendre. Il faut qu'on organise ce djélia-là. C'est notre valeur. Il faut qu'on soit jaloux des autres pays. Les activités qui sont prévues, il y a une conférence dans le boulot des griots. Après, on doit faire une conférence de presse. Tout ça se passe à Kita. Comme il y a plusieurs pays qui doivent venir, donc on va essayer d'organiser comment faire passer tous ces pays-là. Ils n'ont qu'à faire leurs manifestations. On doit faire les sandjas. Ça, c'est obligé. Ça, c'est notre valeur. On appelle tous les griots de ces pays. Ils n'ont qu'à essayer de voir les djélis de ces pays, du Manding. D'ailleurs, tout le monde n'a qu'à venir pour assister ces forums. Concours d'architecture pour la reconstruction du monument Al-Farouk de Tombouctou et le réaménagement de la place de l'indépendance de la ville. Le cabinet d'architecture Odex Sarl enlève le premier prix devant 3 autres bureaux d'études. La cérémonie de remise des prix aux différents lauréats a été coprésidée par le ministre de la Culture et de son collègue de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le compte rendu de Fademba Keita. Les mausolées et mosquées de Tombouctou sont des œuvres architecturales reconnues. Le monument Al-Farouk, qui en est le véritable symbole, a été détruit manuellement en avril 2012, puis à coups de bulldozer en octobre de la même année par les groupes armés lors de l'occupation de la cité des 333 saints. La reconstruction du dit monument, qui fut de Tombouctou, patrimoine mondial en 1990 par l'UNESCO, devient ainsi une impérieuse nécessité par le département en charge de la culture et ses partenaires. D'où la main tendue de l'Ordre des architectes du Mali et l'organisation de ce concours. Sur les 7 bureaux et cabinets d'architecture qui ont manifesté leur intérêt, 4 ont été primés à travers leurs projets et expertises. La communauté internationale, à travers les partenaires clés du ministère de la Culture, soutient toute action tendant à la revalorisation de ce riche patrimoine mondial. Tombouctou a inspiré des générations d'architectes. Tombouctou, par ses mausolées, Tombouctou par ses mosquées, Tombouctou par ses habitations, continue d'inspirer des générations et les architectes maliens devraient s'inscrire dans cette dynamique pour continuer à inspirer les générations à venir dans le monde entier par la grandeur de cette architecture. Ce monument était un joyau du tissu urbain de Tombouctou, un lieu de mémoire et un espace de dialogue et d'échange, un symbole fort de l'histoire de la mythologie de Tombouctou. Sa reconstruction dénote de notre ferme volonté de voir Tombouctou incarner au plus tôt cette mission de reconquête des valeurs de paix pour l'ensemble du Mali. Très satisfait, le porte-parole des lauréats demande l'implication de tous les architectes du Mali pour l'honneur du pays.
Ça symbolise toute l'historique, toute la légende d'Al Farouk. Nous avons voulu conserver les éléments essentiels du premier monument, le cavalier, sa forme, sa stature, les couleurs et tout. Nous avons tout conservé. Une minute de silence avait été auparavant observée à la mémoire du président du jury du concours Al Farouk Baba Alpha Ismaël Cissé, architecte de son état, décédé le 15 mars 2016. Les hommes du commissariat de police de la Régie des chemins de fer viennent de mettre la main sur une bande de malfaiteurs. Il s'agit de 2 hommes et d'une femme, tous de nationalité étrangère, opérant dans le domaine de la falsification de documents administratifs. Pour plus de précision, écoutons Moussa Keita, commissaire de police de la Régie des chemins de fer. Il est au micro de Alpha Mega. Tout a commencé par la plainte d'un citoyen malien, c'est-à-dire un étudiant qui était en train d'étudier aux États-Unis. Il a eu un visa canadien, un visa de visite. En fin de compte, il est parti au Canada pour aller étudier. Donc, on lui a fait retourner pour qu'il puisse venir changer son visa de visite en visa étudiant. C'est maintenant qu'il s'est fait avoir par les arnaqueurs. Il est venu, il a porté plainte. Donc, un jour, je crois que selon les renseignements, on a appris que le petit est parti remettre les passeports à un groupe de Congolais, de Nigériens et Ghanéens. Donc nous avons fait des enquêtes, nous les avons repérés à Sotiba. Dans la nuit du vendredi au samedi, à minuit 30 comme ça, on a fait une descente chez eux. Et cette descente nous a permis d'interpeller 3 suspects. Cette descente policière également nous a permis également de saisir tous ces passeports qui sont devant vous ici. Ce qui est très important, les passeports qui sont là, ce sont en majorité des passeports perdus, des passeports volés, des passeports périmés que les faussaires là prennent pour se servir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Sur le passeport, il y a la database. Ils enlèvent la database et maintenant tous les coordonnées maintenant à qui il veut donner le passeport, il amène les références et les coordonnées et la photo de ces derniers. Cette dame qui est avec nous, c'est sa photo sur ses passeports. Mais en réalité, le passeport ne lui appartient pas. Le passeport appartient à cette dame. Quand on va à la base de données à l'immigration, le passeport existe bel et bien au nom de cette dame. Mais ils ont enlevé sa photo et ils ont mis la photo de la nouvelle personne qui doit acquérir le passeport. Du coup, elle a un passeport malien. Ça, c'est un réseau parallèle comme ça qui est à côté, qui sont en train de travailler sur nos documents. Focus Santé, je vous le disais dans les titres, est au centre d'odontostomatologie. Nous n'avons malheureusement pas le reportage sous la main. Vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Toutes nos excuses donc. Merci et à demain.